Bonjour, il y a un nouvel article de Nvidia que vous pourriez vouloir voir. Ils ont réussi à faire jouer une intelligence artificielle dans Minecraft. Intéressant, mais après avoir lu cet article, je suis assez époustouflé. Les implications ici sont beaucoup plus importantes que je ne le comprenais au départ. Commençons par les résultats initiaux, mais restez avec moi car la façon dont ils s'y sont pris est, je pense, beaucoup plus importante, car nous commençons à voir des IA qui écrivent du code s'améliorant lui-même. Si vous êtes curieux de savoir où va le développement logiciel et quel rôle l'IA va y jouer, vous voudrez voir cela. Ils ont utilisé GPT-4 comme une sorte de moteur de raisonnement mais, comme vous le verrez ici, il n'est pas vraiment lié à Minecraft. Gardez à l'esprit que GPT-4 ne peut pas voir, la vision arrive bientôt mais n'est pas encore déployée. Il est donc aveugle et ne peut pas voir l'écran ni ce qui s'y passe. Gardez cela à l'esprit alors que nous examinons ceci. Cet article s'intitule Voyager, un agent incarné à objectifs ouverts avec de grands modèles linguistiques. Je pense que je l'ai d'abord remarqué parce que le Dr Jim Fan, l'un des chercheurs de l'article, en a parlé sur Twitter. Voyager est le nom de l'agent IA et il dit « Voyager c'est continuellement améliorer en écrivant, affinant, validant et récupérant du code à partir d'une bibliothèque de compétences. » Nous avons également Open Source 2. Donc, si vous vouliez essayer cela vous-même, vous pouvez le télécharger et le lâcher dans le monde de Minecraft ou ailleurs. Voici quelques-unes des compétences qu'il peut réaliser en action. En résumé, Voyager est le premier agent d'apprentissage incarné et continu alimenté par un grand modèle linguistique dans Minecraft. Il explore continuellement le monde, acquiert diverses compétences et fait de nouvelles découvertes sans intervention humaine. Empiriquement, Voyager montre une forte capacité d'apprentissage continu dans le contexte et une maîtrise exceptionnelle du jeu Minecraft. Il obtient 3,3 fois plus d'objets uniques, parcourt 2,3 fois plus de distance et débloque des étapes clés de l'arbre technologique jusqu'à 15,3 fois plus rapidement que les modèles précédents. Voyager est également capable d'utiliser la bibliothèque de compétences apprises dans un nouveau monde Minecraft pour résoudre de nouvelles tâches à partir de zéro, tandis que d'autres techniques peinent à généraliser. Cela va être assez important comme vous le verrez dans un instant. Voici l'arbre technologique de Minecraft. Si vous ne connaissez pas ce jeu fondamentalement, vous vous promenez dans ce monde généré de manière procédurale. Tous les mondes sont aléatoires et uniques. C'est un jeu très profond avec beaucoup de technologies et de choses à découvrir. C'est un jeu en monde ouvert donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'interactions avec les animaux, des systèmes de grottes, des cycles jour-nuit, des millions de choses différentes qui se produisent dans ce monde. C'est très complexe et en 3D, ce qui rend la tâche plus difficile pour une IA à naviguer. Vous avez aussi des choses comme la faim donc vous devez manger pour survivre. Vous avez la santé, l'oxygène si vous nagez sous l'eau, vous devez remonter à la surface de temps en temps. Si vous êtes dans un donjon sans lumière, il fera complètement noir et vous devrez fabriquer des sources de lumière pour éclairer votre chemin. C'est un jeu complexe et profond. Dans celui-ci, vous avez une sorte de progression où vous commencez à obtenir les matériaux de base pour créer des outils de base et, lentement, avec le temps, cela s'améliore pour que vous puissiez fabriquer des outils en pierre, en fer, etc. Vous montez cet arbre technologique et vous obtenez de meilleurs objets et vous pouvez créer plus de choses avec. Ici, nous voyons que Voyager se compose de 3 composants clés, un programme d'études automatique pour l'exploration ouverte, une bibliothèque de compétences pour des comportements de plus en plus complexes et un mécanisme d'incitation itératif qui utilise le code comme espace d'action. Je n'ai pas vraiment compris comment tout cela s'assemblait au début. Faisons donc un petit pas en arrière et laissez-moi vous expliquer comment ils ont assemblé tout cela. Tout d'abord, il y a ce truc appelé Mindflare API avec lequel les développeurs peuvent entrer dans une partie de Minecraft et faire diverses choses comme automatiser les mouvements, créer divers événements qui peuvent se produire dans le jeu et essentiellement affecter le monde de nombreuses façons différentes. C'est un outil autonome que les gens peuvent utiliser pour interagir avec Minecraft. Vous n'avez pas besoin d'une IA ou de GPT-4 pour faire cela ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste un outil. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent GPT-4 à utiliser beaucoup de ces commandes pour déplacer le joueur dans le monde. Par exemple, si nous voulons qu'il aille extraire quelque chose, alors GPT-4 déclenche une certaine fonction et l'utilise. Si nous voulons par exemple qu'il place un établi quelque part sur le sol près du joueur, GPT-4 appelle un script qui fait cela et votre personnage dans le jeu va le faire et le place. Les joueurs utilisent généralement un clavier et une souris pour interagir avec le jeu. GPT-4 utilisera ces commandes pour interagir avec le jeu. Il n'obtient aucun pouvoir spécial ou quoi que ce soit d'autre. Il est limité par les mêmes règles et la même physique qu'un joueur normal.
Cela a du sens jusqu'ici? Nous avons GPT-4, nous avons Minecraft et nous avons un moyen pour que GPT-4 contrôle Minecraft. GPT-4 perçoit le monde de Minecraft non pas par la vision, comme nous l'avons dit, mais par des invites. Il est mis à jour avec des informations de base sur son environnement. Par exemple, sur le côté gauche ici, nous voyons les informations qui lui sont données. Par exemple, ici nous disons « Voici quelque chose que vous avez dans votre inventaire. Que voulez-vous faire ?» Le raisonnement de GPT pense alors « Puisque vous avez une pioche en bois et des pierres, il serait avantageux de mettre à niveau votre pioche en pierre pour une meilleure efficacité. » Puis il génère une tâche « Fabriquer une pioche en pierre. » Revenons en arrière pour bien comprendre. Nous avons GPT-4, nous avons Minecraft et nous avons un moyen pour que GPT-4 contrôle Minecraft. GPT-4 perçoit le monde de Minecraft non pas par la vision, mais par des invites. Il reçoit des informations de base sur son environnement. Par exemple, nous lui disons « Voici ce que vous voyez autour de vous, quel est votre objectif? Que voulez-vous faire ?» Il réfléchit et décide ce qu'il va faire ensuite sur la base de ces informations. Ici, ils utilisent le raisonnement Chain of Thought pour l'amener à réfléchir à ces choses, puis à les exécuter. Un autre exemple, disons que nous lui disons « Vous êtes à côté d'une rivière et vous avez une canne à pêche. Que faites-vous » En résumé, c'est le type d'information qu'il voit en général. Ici, ils mettent en évidence les choses dont il s'est servi pour prendre une décision. Donc ici, il dit « Eh bien, nous avons une canne à pêche et une rivière, nous devrions pêcher. » Puis il crée une tâche « Attraper un poisson. » S'il fait nuit, qu'un zombie est à proximité, il pense « Nous ferions mieux de nous battre et de nous protéger. » Tâche « Tuer un zombie. » Jusque-là, tout est logique, non? Nous avons GPT-4, nous lui donnons des informations, nous lui disons « Voici ce que vous voyez », puis il raisonne et décide quoi faire ensuite sur cette base. Ici, ça devient un peu plus intéressant. Il va générer du code pour faire les choses qu'il veut faire. Par exemple, ici il crée une fonction appelée combat-zombie. Donc, se battre contre le zombie. Puis il utilise GPT 3.5 pour décrire ce que fait cette fonction. En gros, la fonction consiste à équiper une épée en pierre pour combattre un zombie. Si une épée en pierre n'est pas trouvée, il en fabriquera une. De plus, il fabrique et équipe un bouclier pour une protection supplémentaire. Une fois la faim rassasiée, il recherche activement un zombie, l'affronte et le tue. Donc, fondamentalement, si l'objectif était de tuer un zombie comme nous l'avons vu plus tôt, cette fonction préparerait le joueur à le combattre, à obtenir son épée et son bouclier, à se nourrir pour qu'il soit en pleine santé, etc. Puis, il partirait à la recherche de ce zombie et le tuerait. Cette compétence de combat contre les zombies s'est alors enregistrée dans la bibliothèque de compétences. GPT-4 crée des tâches pour lui-même, puis crée des compétences qui permettront d'accomplir ces tâches en les codant et en enregistrant ces compétences dans la bibliothèque de compétences pour une utilisation ultérieure. Voici le mécanisme d'incitation itératif. Par exemple, si l'une des compétences qu'il essaie de créer consiste à avoir trouvé des plants d'acacia et qu'il pense que la prochaine chose à faire est de créer une hache en acacia à partir de cela, il pourrait créer un code comme celui-ci, disant « Ok, obtenez des plants d'acacia », puis créer une hache en acacia à partir de cela. Puis il passe par le mécanisme d'incitation itérative. Il crée une fonction appelée craft-acacia-axe et tout ce dont il a besoin pour l'exécuter. Cependant, un message d'erreur indique qu'il n'y a pas de telle chose qu'une hache en acacia dans Minecraft. GPT-4 réalise alors qu'il devrait fabriquer une hache en bois au lieu d'une hache en acacia puisqu'il n'y a pas de hache en acacia dans Minecraft. Il change donc le code pour dire craft-wooden-axe au lieu de craft-acacia-axe. Ou par exemple, ici, il réalise qu'il a besoin de 2 planches de plus pour créer la pelle dont il a besoin. J'étais curieux de savoir comment ils l'ont réellement incité à créer ce code qui semble assez avancé, en avance sur son temps. Ils ne l'ont pas vraiment expliqué dans le billet de blog mais si vous allez regarder le document, ils ont cela dans les annexes. Une fois que vous avez dépassé tout cela dans les annexes, vous avez une description détaillée de la façon dont ils ont construit Everything. Par exemple, lorsqu'ils disent à GPT-4 ce qu'il a dans son inventaire, cela affiche ce qu'il a plus le nombre d'unités. Ou par exemple, quels sont les blocs à proximité, etc. C'est un point important à comprendre. Au lieu d'une vision comme un joueur pourrait voir les choses autour de lui mais avec des limitations, comme ne pas pouvoir voir à travers les murs, dans le noir, devoir reconnaître les objets, etc.,
avec l'API vous auriez presque un God Mode. Vous pourriez voir beaucoup plus que ce que vous voyez normalement, à travers les murs, écouter certains événements auxquels vous n'auriez peut-être pas prêté attention sans l'API. Ce que GPT-4 a se situe entre les deux, car il ne peut pas vraiment voir mais il n'a pas non plus directement accès à l'API. Il a juste une liste de choses qui lui sont communiquées, inventaire, équipement, blocs à proximité, autres blocs vus récemment, entités à proximité, cochons ou dangers comme zombies ou villageois, différents conteneurs, biomes, déserts, rivières, etc., heure de la journée, jauge de santé et de faim, et position 3D dans le monde. En d'autres termes, c'est sa vision du monde, toutes les informations qu'il a pour prendre toutes les décisions et écrire tous les logiciels qu'il va ensuite utiliser comme compétences pour progresser dans le jeu. La raison pour laquelle c'est important, c'est que tout le monde parle d'augmenter les modèles d'IA, de les rendre plus avancés, etc. Mais il semble qu'une grande partie de la recherche montre que les modèles existants comme GPT-4 ont énormément de potentiel dans la façon dont nous pouvons les utiliser s'ils sont connectés aux bons outils ou si nous trouvons une meilleure façon d'en extraire certaines choses comme le raisonnement par chaîne de pensée qui s'est avéré bien meilleur, 10 à 20 fois, pour certaines tâches. Pas parce que nous avons rendu le modèle lui-même meilleur, pas parce que nous l'avons affiné ou augmenté le nombre de paramètres ou amélioré les données. Mais parce que nous avons été capables de lui poser de meilleures questions. Un peu comme dans le guide du voyageur intergalactique où ils construisent ce super ordinateur pour répondre aux grandes questions de la vie, de l'univers et de tout le reste. Et des millions d'années plus tard, il répond au 42, et ils sont tous en colère parce que ça ne veut rien dire. C'est un peu similaire, il s'agit de comprendre quelle est la véritable question. C'est similaire ici, car il travaille sur la vision, qui est importante, mais comme nous pouvons le voir, juste un peu de ces informations nourries dans GPT-4 remplace en quelque sorte la vision de nombreuses façons différentes. Cela lui permet de raisonner sur tout cela sans nécessairement pouvoir le voir. Voici l'invité complète qu'ils utilisent pour GPT-4. Nous y reviendrons dans une seconde, mais gardez à l'esprit que c'est un peu comme le grand objectif que nous lui donnons. Ce n'est pas trouver X bâtons ou construisez un portail. C'est, votre objectif ultime est de découvrir autant de choses diverses que possible, d'accomplir autant de tâches diverses que possible et de devenir le meilleur joueur Minecraft du monde. Donc, l'objectif est qu'il explore et fasse autant de choses que possible pour découvrir et débloquer le plus de choses possible. Nous reviendrons à cette invite complète dans une seconde, mais voyons comment nous l'avons amené à écrire du code pour améliorer ses propres capacités à accomplir ses propres tâches dans le monde. Rappelez-vous que tout est téléchargé dans la bibliothèque de compétences. La bibliothèque de compétences est essentiellement une collection de toutes les fonctions, de tout le code qu'il a créé pour lui-même afin d'interagir avec le monde. Il ne commence pas à zéro, il y a déjà pas mal de choses dedans qui ont été créées avec l'API Mindflar. Par exemple, il y a des choses comme mine-block donc par exemple, cette commande ici extrairait le nombre spécifié de blocs dans un rayon de 32 blocs. Il y a craft-item pour fabriquer des objets, place-item pour les placer quelque part, vous pouvez faire fondre des objets, tuer divers monstres dans le jeu, etc. Mais la plupart de ceux-ci vont être assez simples, très similaires à ce qu'un joueur ferait. Au lieu de cliquer ou regarder quelque chose et cliquer sur un bouton, cela lui permet simplement d'exécuter cette chose. Cela pourrait lui permettre de faire certaines choses plus rapidement qu'un joueur probablement. Mais je ne pense pas que cela lui donne un pouvoir supérieur à celui d'un joueur normal avec clavier et souris. Il mentionne également qu'ils utilisent l'incitation en chaîne de pensée. Donc si un code échoue, il demande d'abord à GPT-4 de raisonner sur pourquoi le code du tour précédent a échoué. Donc, si j'ai essayé un certain code et que l'API Mindflar a renvoyé un message d'erreur, nous disons à GPT-4 quel était ce message et lui demandons pourquoi cela s'est produit. Il réfléchit alors et réessaie de créer le code. Puis, il donne des plans étape par étape pour terminer la tâche et enfin, il génère le code. Voici l'invité complète pour la génération de code. C'était l'une des parties intéressantes je pense. Nous disons à ChatGPT ou GPT-4, vous êtes un assistant qui écrit du code JavaScript Mindflar pour accomplir toutes les tâches Minecraft spécifiées par moi. Voici quelques programmes utiles écrits avec les API Mindflar. Puis, on lui donne plein d'exemples et de données d'entrée. Des choses comme, vous pouvez explorer jusqu'à ce que vous trouviez un cochon, ou extraire 3 pierres, ou placer un établi près du joueur, vérifier les objets dans le coffre aux coordonnées X, Y, Z. Et il donne aussi des commentaires utiles sur quand exécuter le code, comment mieux le faire, etc. Puis, il lui explique, à chaque tour de conversation, je vous donnerai le code du dernier tour.
Je vous dirai s'il a réussi ou échoué et je vous donnerai aussi toutes les informations sur ce que l'on voit, biome, heure, bloc à proximité, qui est à côté de nous, santé, nourriture, équipement, inventaire, etc. On lui demande alors de répondre à cela. Tout d'abord, Y a-t-il des étapes manquantes dans votre plan? Pourquoi le code n'accomplit-il pas la tâche? Si quelque chose a échoué, pourquoi? Vous avez écrit du code pour attraper du poisson mais ça a échoué, pourquoi? Ensuite, planifiez comment accomplir la tâche étape par étape. Vous devez prêter attention à l'inventaire car il vous indique ce que vous avez. La vérification de l'exhaustivité de la tâche est également basée sur votre inventaire final. Puis, écrivez la fonction en prenant le robot comme seul argument, ce qui signifie, je pense, ne pas utiliser le mode Dieu pour créer les objets dans votre inventaire mais utiliser votre agent incarné pour courir et faire les choses que vous essayez de faire. C'est drôle parce que quelque part dans ces instructions, ils lui disent en fait ne triche pas, ne faites que ce qui vous est permis, ne trichez pas. Puis, réutilisez autant que possible les programmes utiles ci-dessus et spécifiez les ressources dont j'ai besoin pour collecter, fabriquer ou tuer. Et, vos fonctions seront réutilisées pour construire des fonctions plus complexes. Vous devez donc les rendre génériques et réutilisables. N'oubliez pas aussi que votre inventaire change avec le temps, donc vérifiez toujours ce que vous avez. Et plein d'autres choses qui sont des best practices, essayant de s'assurer que les choses qu'il produit peuvent être utilisées comme des unités autonomes, des ensembles de compétences qui peuvent être sauvegardées et rangées, et que lorsqu'on les récupérera plus tard, tout ce dont on a besoin sera là. Enfin, nommez votre fonction de manière significative afin que vous puissiez en déduire la tâche à partir du nom. Donnez-lui un nom parlant. Vous ne devez répondre que dans le format décrit ci-dessous et il donne le format de réponse où il explique son plan et le code, etc. Ils ont une autre invite pour générer les descriptions de fonctions, je pense qu'ils utilisent GPT 3.5 pour cela, mais c'est essentiellement ce qu'ils vont utiliser pour décrire ce que cela fait avant de le ranger dans la bibliothèque de compétences. Par exemple, si la fonction est min-cobblestone, cela décrit, cette fonction consiste à extraire 8 pierres à l'aide d'une pioche en bois. Elle vérifie d'abord si une pioche en bois est dans l'inventaire, puis décrit toutes les étapes, la réflexion et les vérifications nécessaires pour accomplir l'action d'exécuter cette tâche. Revenons à l'invité complète. Nous en avons déjà parlé en grande partie. Quel est l'objectif ultime et quelles informations lui donnons-nous pour qu'il sache où il est, ce qui l'entoure, etc. Essentiellement, quelle est sa vision? Puis, vous devez suivre les critères suivants, vous devez agir comme un mentor et me guider vers la prochaine tâche en fonction de mes progrès d'apprentissage actuels. Veuillez être très précis sur les ressources que je dois collecter, ce que je dois fabriquer ou quel monstre je dois tuer. Votre prochaine tâche ne devrait pas être trop difficile car je n'aurai peut-être pas les ressources nécessaires ou n'aurai pas encore appris assez de compétences pour la terminer. La prochaine tâche doit être nouvelle et intéressante. Je devrais chercher des ressources rares, améliorer mon équipement et mes outils avec de meilleurs matériaux et découvrir de nouvelles choses. Je ne devrais pas faire toujours la même chose. Je devrais peut-être parfois répéter certaines tâches si j'ai besoin de collecter plus de ressources pour accomplir des tâches plus difficiles. Ne répétez les tâches que si nécessaire. Les prochaines choses visent essentiellement à le faire explorer et faire de nouvelles choses. Beaucoup de cela sert juste à le faire avancer et voir jusqu'où il peut aller étant donné certaines limites. Ils disent d'éviter des choses comme placer des torchers ou creuser des trous car elles nécessitent une confirmation visuelle de l'écran. Un exemple de réponse serait, raisonnement, inventaire vide maintenant, abattre un arbre pour obtenir du bois. Tâche, obtenir un rondin de bois. Comme vous pouvez le voir, le voyager est de loin le meilleur, le plus rapide, le plus avancé au fur et à mesure qu'il progresse dans l'arbre technologique. Le voyager sans bibliothèque de compétences, comme vous pouvez le voir, non seulement est plus lent mais plafonne, selon le document, quelque part ici. L'apprentissage s'arrête où le progrès s'arrête. Il ne continue pas à s'améliorer, alors que celui-ci semble continuer à monter en flèche. Vous pouvez voir qu'il est bien meilleur que la concurrence. Ici, le diagramme à nouveau. Maintenant, je pense que cela a beaucoup plus de sens. Il fait toutes ses tâches dans le jeu, crée du code pour créer de nouvelles compétences, les teste, obtient des retours, les refait, et une fois qu'il est capable de le faire fonctionner, il ajoute cette compétence à la bibliothèque. Plus tard, il peut la récupérer et l'utiliser dans le monde réel. L'équipe derrière cela, c'est le Dr Jim Fan. Revenons à son message Twitter qui a démarré tout cela. Minecraft est de loin le meilleur banc d'essai avec des possibilités infinies pour les agents, dit-il,
et il parle de voyager et des 3 composants dont nous avons parlé, comment utiliser l'API Mindflar pour créer ses compétences. Maintenant que je termine cette vidéo, je viens de réaliser que j'avais flux activé donc l'écran s'assombrissait tout le temps. Ce n'est donc pas vous qui perdiez la circulation sanguine dans votre tête, c'est moi qui n'ai pas configuré le bon environnement d'enregistrement. Mes excuses. Mais que pensez-vous de cette étude? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est plutôt fou jusqu'où GPT-4 seul peut aller en tant que couche de base? Et quel genre d'application il peut avoir? Pensez-vous que c'est un exemple d'IA qui écrit son propre code et s'améliore elle-même? Je sais que ce n'est pas GPT-4 lui-même qui s'améliore mais il améliore ses propres capacités, son propre avatar dans le monde Minecraft. Commence-t-il aussi à sembler que le code est une étape intermédiaire qui ne sera bientôt plus nécessaire? Il semble que nous disions à GPT-4 quoi faire, il écrit le code mais il doit aussi le traduire pour le décrire. C'est presque comme si nous traduisions d'un langage à un autre mais comme nous communiquons directement avec l'ordinateur en langage naturel, avoir à écrire du code le rend presque plus difficile. Peut-on simplement aller directement à la description de ce que nous voulons voir en langage naturel et laisser GPT-4 écrire le code sans même que nous le voyions? Dans combien de temps en serons-nous là? Dans 5 à 10 ans, à quel point les commentaires de code vont-ils sembler archaïques? Quelqu'un a répondu Matrix, ce qui est plutôt un bon point, car Neo, c'était son truc, il était capable de voir le code de la matrice et d'agir dans ce monde sans nécessairement le voir. GPT-4 fonctionne un peu comme ça, il saisit ces choses textuelles et peut ensuite les manipuler dans l'environnement. Dites-moi si j'ai manqué quelque chose. Que pensez-vous de cela? Est-ce aussi renversant que je le pensais ou est-ce décevant? N'oubliez pas que vous obtenez un bonus permanent d'intelligence en vous abonnant à cette chaîne. Ne ratez pas ça. Je m'appelle James Collin, merci de votre attention.